Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié aux nouveautés de la RE 2020, apparue en février 2026 pour une application dès le 1er mai. Je J'anime ce webinaire en compagnie de notre invitée Nathalie Chang, qui est la directrice générale de Tribu Énergie et qui va démarrer nos deux présentations. Et on vous laissera à l'issue de ces présentations un petit temps de 10 ou 15 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser au fil du déroulé du webinar dans le chat associé à cette présentation. Voilà, ben, je te laisse la parole, Nathalie. Merci Merci. Francis. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler des évolutions de la RE 2020. Alors, les évolutions de la RE 2020, elles vont un petit peu au-delà, en fait, de ce que tu indiquais, Francis, puisque nous avons un nouveau texte complémentaire qui a été publié semaine dernière. Alors en fait, on va les appeler, 2, disons qu'il y a eu 2 évolutions, majeures, c'est depuis le début de l'année 2026. Il y a déjà eu la publication, d'un décret pour, étendre le champ d'application de la RE 2020 à des nouveaux usages, donc des nouveaux usages tertiaires. Et la semaine dernière, donc le 18 mars, il y a eu la publication d'un décret et d'un arrêté, pour ce qu'on appelle, qui a retranscrit en fait une partie, du rapport de Robin Rivaton. Alors, nous avons un petit souci technique, semble-t-il, avec notre écran. Nous n'arrivons pas à passer les slides suivantes. Mais heureusement, comme je connais mon PowerPoint par cœur, Voilà. voilà, je vais vous les. Voilà. On y est. Bon, donc, on y est enfin. Donc, alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des textes très, très multiples. Vous le voyez, avec les textes méthodes qui n'ont pas beaucoup changé, en fait, depuis quelques années, les textes sur les attestations et données environnementales. Et là, les textes qui ont été rajoutés, donc, ce sont effectivement notamment les 2 décrets donc des nouveaux usages donc du GTM2 du 15 janvier 2026 et le nouveau décret donc qui retranscrit quelques exigences du rapport de Robin Rivaton. Nous avons également l'arrêté ce que j'appelle Rivaton, effectivement, qui a été publié, mais il nous manque toujours un texte qui est l'arrêté relatif donc aux nouveaux usages, donc qui est en lien avec celui du 15 janvier il faut Application. un décret et un arrêté et donc il nous manque toujours un petit texte, que nous attendons avec impatience. Alors, ces nouveaux usages, quels sont-ils? Eh bien, nous allons trouver les crèches, les universités et bâtiments de recherche, les hôpitaux, les restaurants, les commerces, les établissements, sportifs, les établissements de santé et là, ça peut être aussi bien le cabinet médical que, le grand CHU ou la clinique, les EHPA, les EHPAD, les bâtiments à usage, industriel, artisanal, ainsi que les médiathèques et les aérogares. Alors, il y a encore un nombre, assez important de bâtiments qui ne rentrent pas dans le scope de la RE 2020. Les tribunaux, les palais de justice, les salles polyvalentes, les salles des fêtes, de spectacles, les piscines, les patinoires, les établissements pénitentiaires, les data centers, donc ou des bâtiments qui sont chauffés ou refroidis pour, des sujets de process industriels. Donc ces bâtiments-là ont fait l'objet, en fait, de demandes de la DHUP, du CSTB, d'un appel à contribution, pour, fournir des scénarios d'occupation puisque l'Europe nous demande de, les intégrer ou du moins de leur mettre, des exigences pour qu'elles ne restent pas au bord, de la route. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations sur la façon dont des exigences pourraient être intégrées pour ces usages qui sont somme toute plutôt liés à du process où finalement, les sujets de chauffage, des lieux sont relativement, limités.
Alors, le calendrier de cette RE 2020, donc on a effectivement cette année 2026 qui a été un petit peu chamboulée puisque, les textes ont été, publiés, au compte-gouttes, voilà, où, on n'avait pas vraiment de visibilité. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une petite période un petit peu, pénible puisque, a priori, les usages du GTM2 vont s'appliquer pour tous les dépôts de PC après le 1er mai 2026. Alors que effectivement, les exigences du texte Rivaton vont plutôt, s'appliquer pour les dépôts de PC à partir du 1er janvier 2026. Donc on va avoir une espèce de petite période transitoire où on sera entre les 2 dates de dépôt de permis de construire. Bon, mais à partir du moment où effectivement, l'avantage, c'est que les textes sont publiés, nous avons, la possibilité de les appliquer par, anticipation si on veut effectivement se mettre d'ores et déjà dans, la mouvance de cette, RE 2020, avec ces justement, ces 6 exigences de résultats. Donc un petit rappel, si, des novices se sont, présents dans le webinaire, ce qui peut arriver quand on travaille, justement, plutôt sur d'autres secteurs d'activité que le résidentiel, les bureaux, les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Puisqu'effectivement, pour tous ces autres usages du GTM2, c'était encore la RT 2012 qui s'appliquait. Donc, si certains, participants n'ont pas encore entendu parler de la RE 2020, il faut savoir que la RE 2020, donc, un des principes de base, c'est de respecter, 6 exigences de résultats que sont le B-bio, qui s'exprime en nombre de points et qui va illustrer les besoins bioclimatiques, d'un bâtiment et qui va sommer des besoins de chaud, de froid et d'éclairage. Nous avons ensuite 2 exigences liées aux consommations d'énergie primaire, le CEP et le CEP-NR, qui s'expriment tous les 2 en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an, qui vont tous les 2 évaluer des consommations, de chaud, de froid, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, de ventilation, d'auxiliaires, mais également d'éclairage et de ventilation des parkings, d'éclairage des circulations pour les immeubles collectifs, d'électricité pour les ascenseurs et les escalators. Mais la petite nuance, c'est que pour, le CEP, on va sommer toutes ces consommations d'énergie primaire et le CEPNR, en fait, va en fait illustrer les consommations d'énergie primaire non renouvelables. On va notamment avoir, un bonus pour lorsqu'on recourt à un système de chaleur à base de biomasse ou à un réseau de chaleur urbain vertueux. Nous avons ensuite une exigence qui est à cheval entre le carbone et l'énergie. C'est le IC énergie qui s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré sur 50 ans. En fait, ce IC énergie, c'est l'impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire. Et pour cela, on va sommer l'impact carbone des énergies liées aux 8 postes de consommation dont je vous ai parlé pour le CEP et le CEPNR sur 50 ans pour le bâtiment. On a ensuite une composante qui est purement carbone, qui d'ailleurs nous Bien réunit sûr. aujourd'hui, Francis, pour parler effectivement de la décarbonation, des aciers de chez Arcelor. Mais et donc ce IC Construction, qui s'exprime aussi en kilogrammes de CO2 par mètre carré, il va représenter l'impact sur le changement climatique qui va être associé aux composants et aux chantiers. Donc on va réaliser une analyse du cycle de vie sur une durée de vie conventionnelle qui est fixée à 50 ans et qui va permettre de sommer l'ensemble de l'impact carbone de tous les produits de construction, mais également on va rajouter, l'impact carbone du chantier. Et puis on a un dernier indicateur qui s'appelle DH, qui s'exprime en degrés Celsius par heure, qui va illustrer les degrés heure d'inconfort, c'est-à-dire le niveau d'inconfort qui va être perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude. Et donc, on va évaluer des écarts de température du bâtiment entre, effectivement, la température au sein du bâtiment et une température qui est fixée de manière conventionnelle, une température, on va indiquée comme étant une température inconfortable. Donc voilà pour les 6 exigences de résultats. On a aussi des exigences de moyens, mais dans un petit webinaire comme ça d'1 heure, et notamment de 20 minutes en ce qui me concerne, on n'a pas le temps d'en parler.
Alors, petit zoom sur ces nouveaux usages qui ont été publiés. Donc, l'objectif, effectivement, c'était d'étendre cette réglementation environnementale RE 2020 aux bâtiments qui n'étaient pas encore couverts, ceux que je vous ai cités tout à l'heure, qu'on va revoir. La grande simplification, bah, c'est qu'aujourd'hui, c'était hyper galère quand on avait un bâtiment mixte avec, par exemple, du bureau, de l'hôtellerie, une médiathèque, eh bien, il fallait qu'on applique 2 réglementations, la RE 2020 d'un côté, la RT 2012 de l'autre. Donc et qu'on saucissonne le calcul carbone. D'ailleurs, pour la partie RE 2020 qui était soumise au calcul carbone, mais pas la partie RT 2012. Donc effectivement, ça, c'est très galère, très complexe et donc on arrive maintenant à prochainement en tout cas, à une homogénéisation. Donc on va avoir un large spectre de typologies qu'on va revoir. Petit point quand même, le décret exclut désormais les constructions de moins de 2 ans et on a vu tout à l'heure les usages qui ne sont pas concernés. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'obligation, d'appliquer la RE 2020 sur ces nouveaux usages concernera tous les dépôts de PC après le 1er mai 2026, mais en sachant qu'on peut toujours les appliquer par anticipation. Donc vous avez en rose à l'écran les typologies pour lesquelles la RE 2020, elle s'appliquait déjà. Donc ça, depuis d'ailleurs, date ça depuis 4 ans finalement puisque, c'est entré en vigueur, en 2022 et on trouve les maisons individuelles, les immeubles collectifs, les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaire ou secondaire. Les nouveaux usages, on va trouver, les hôtels, mais dans les hôtels, vous avez aussi bien, je dirais, l'auberge de jeunesse, que, de l'hôtel 5 étoiles. Donc ça couvre quand même un très large spectre de bâtiments hôteliers. Pareil pour les restaurants, dans les autres restaurants, vous allez trouver aussi bien, les fast-food que, des restaurants, beaucoup plus conséquents ou des restaurants, étoilés. Dans les autres usages, vous avez aussi les commerces. Donc la RE 2020 va s'appliquer aussi bien au commerce de pieds d'immeuble, qu'aux bâtiments, stand-alone, qu'effectivement, à un retail park. Dans les crèches, donc tous les établissements en fait de la petite enfance. On va trouver également tous les bâtiments de type universitaire et bâtiments de recherche. Alors, il y a en bleu, vous voyez, il y a les médiathèques. Alors pourquoi? Bah, parce que les médiathèques, c'est un petit peu atypique. Ce sont des usages qui n'étaient pas couverts par la RT 2012 et qui ont été intégrés dans cette RE 2020. On trouve ensuite tous les bâtiments à usage industriel et artisanal. Les bâtiments de santé, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans ces établissements de santé, on a aussi bien, le cabinet médical, le CHU, la clinique et ainsi que, les établissements, pour les personnes âgées. Un nouveau usage également que vous voyez en bleu à l'écran qui a été intégré, eh bien ce sont, les vestiaires. Voilà, des constructions, d'ailleurs, souvent en construction, métallique, hein, qu'on peut trouver, et qui n'étaient pas dans le scope de cette RT 2012 et qui rentrent désormais dans le scope de la RE 2020. On trouve ensuite les gymnases, donc là aussi, tout ce qui est établissement sportif en fait, aussi bien, la salle de sport, de pied d'immeuble, que le gymnase ou, une halle de hockey ou tout ce qu'on veut. Et vous avez ensuite tous les bâtiments, aéroportuaires. Donc voilà pour les nouveaux usages. Alors, j'ai fait un petit, zoom ici sur le sujet du, IC Construction, qui est assez, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que, ce IC Construction, max qu'il va falloir, qu'on respecte. Alors, il y a déjà une petite condition, préalable, c'est que ce IC Construction, hem alors ça, c'est le IC construction moyen que vous voyez à l'écran, mais en fait, le IC construction max qu'on va devoir respecter, on va avoir la valeur de IC construction moyen que vous voyez à l'écran avec des coefficients, de modulation qui vont dépendre de différents, facteurs. Donc notamment, ce qui est important, c'est qu'on va limiter, par exemple, le poids des VRD et le poids de l'infrastructure. Mais on a également un coefficient de modulation qui est très intéressant pour les nouveaux usages, qui est ce qu'on appelle le MIPV, c'est-à-dire un coefficient de modulation lié à la présence de photovoltaïques sur les bâtiments.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la directive européenne et la loi pour les énergies renouvelables qui nous demandent, notamment sur des bâtiments, par exemple, commerciaux, ou ça peut être aussi des gymnases, ou en tout cas sur beaucoup de typologies de bâtiments, notamment, tertiaires, mais ça va venir aussi pour le logement, aussi bien dans le neuf que dans l'existant, on va avoir des obligations de mise en place, notamment de panneaux photovoltaïques ou sur toiture végétalisée dans les bâtiments. Donc ça, voilà, ça c'était pour le coefficient de modulation. Ensuite, vous voyez à l'écran, vous avez du bleu, du orange et du vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, ce IC construction moyen, Heu, il va être renforcé au fil des années. Donc le petit bout de la barre verte, c'est en fait, la valeur qu'on va devoir respecter pour la période 2022-2025. Le petit bout de la barre orange, donc le bleu plus l'orange, ça va être le renforcement qu'on va avoir en 2028. Et là où vous avez, la barre bleue, eh bien, ça va être le renforcement qui va s'opérer pour le seuil 2031. Alors, il y a un côté formidable de ce IC Construction, c'est qu'on arrive à se projeter donc, sur effectivement, jusqu'en, 2035 à minima, hein, si la réglementation ne change pas d'ici là. Mais on va effectivement, on a ce calendrier prévisionnel qui nous donne une possibilité de nous projeter, mais qui va renforcer de manière très considérable finalement, qui va renforcer, la décarbonation, liée aux matériaux de construction et au système énergétique dans les bâtiments, qui sont très différents finalement d'une typologie par rapport à une autre, et ça, tous ces bâtiments ont fait l'objet, de calages, dans le cadre du GTM2. Alors, un petit clin d'œil sur le fait qu'effectivement, puisque j'ai aussi une casquette en tant que vice-présidente du groupe métier bâtiment durable à Sinov, où, nous avons fait quelques petites, recommandations dans le cadre du CSC2E, qui est le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, parce qu'il y a un sujet, effectivement, où ces études réglementaires, elles doivent absolument être faites par des acteurs qui sont qualifiés de type OPQI, OPQBI, notamment la qualification 1333 pour les études carbone, parce que ça nécessite quand même des connaissances. Il faudra absolument prévoir une clause de revoyure des seuils parce que les calages ont été faits parfois sur 2, 3, 4 bâtiments, donc l'échantillonnage était assez pauvre, il y aura sûrement effectivement des petites surprises au fil des applications. Il faudra mettre à jour les calculs selon l'évolution des normes et puis effectivement, on sait d'ores et déjà que, on peut avoir certains seuils qui seront plus ou moins difficiles à respecter, aujourd'hui, selon les typologies de bâtiments. Pour conclure, en 2 minutes, un petit clin d'œil sur ce décret Rivaton qui n'est plus en cours de consultation puisqu'il a été publié la semaine dernière, et pour aller très vite sur, donc le décret Rivaton, en fait, c'était 23 mesures. En fait, il faut savoir que, il y a quelques petits sujets intéressants, dans ce décret Rivaton. Notamment, on avait un véritable frein aujourd'hui pour construire des immeubles de grande hauteur décarbonés en France, parce que, finalement le seuil était le même que, le bâtiment soit de faible hauteur ou de très grande hauteur. Or, on sait très bien qu'avec les contraintes techniques, structurelles, mais également incendie, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc aujourd'hui, on a un petit bonus pour, ces immeubles-là. On va également trouver un petit, coefficient de modulation si jamais on a des hauteurs sous plafond qui sont supérieures à 2,50 m, et on pourra avoir un petit aussi coefficient de modulation si on a, des surfaces de balcons ou, des loggias, qui dépassent 10 de la surface, par exemple habitable d'un immeuble de logement collectif. Donc voilà quelques petits assouplissements qui ont pu être réalisés, mais on voit que c'est plutôt modéré. Donc, pour, conclure, que va-t-il se passer? Effectivement, maintenant ça va entrer, ces 2 textes vont entrer, en application. Donc il y a un véritable, enjeu, à l'appliquer, à faire des retours, d'expérience. Juste, ne pas oublier que, l'ARE 2020 n'est pas le seul texte à appliquer pour les bâtiments neufs. On doit aussi appliquer le décret
décrets tertiaires, le décret Bax, les obligations de régulation calorifugage, la loi pour les énergies renouvelables et puis, on a quelques petites surprises qui arrivent dans les mois qui viennent avec la norme A2 qui va rentrer en application à partir de juillet et là, je ne parle même pas de la RPC qui, là, va créer un véritable brouillard, avec, les homogénéisations, européennes. Mais en tout cas, tout cela représente quand même des superbes, opportunités. En France, on a une réglementation qui est vraiment, hyper ambitieuse en matière de décarbonation et c'est aussi un superbe moteur, pour des industriels comme Arcelor, qui nous propose des solutions techniques, justement, en adéquation pour répondre à ces futures exigences. Donc, Francis, je te laisse, voilà. Merci Nathalie. C'est vrai que nous avons quelques atouts avec nos produits et notre matériau pour décarboner la construction. Et nous allons effectivement vous proposer quelques clés et quelques idées justement pour satisfaire cette exigence de décarbonation. Alors pour resituer un petit peu mon service et mon action, donc je travaille dans un service qui s'appelle Stelligence, qui est rattaché à la R&D du groupe Arcelor. Et mon travail est notamment de faire la prescription des produits innovants du groupe et plus largement de l'acier dans le domaine de la construction, en apportant également une assistance technique sur nos produits. Donc le groupe a pour ambition d'être neutre en carbone d'ici à 2050 et comme d'autres acteurs de ce marché, nous allons mettre en place un certain nombre d'actions et utiliser différents leviers pour arriver à cette décarbonation. Donc ça va être d'augmenter la part d'acier de recyclage, de travailler avec des systèmes, des technologies innovantes, notamment les DRI et le développement de fours électriques. Nous avons d'ailleurs confirmé le lancement d'une unité de décarbonation à Dunkerque il y a une quinzaine de jours. C'est une autre technologie innovante, la possibilité de réaliser une électrolyse directe de, de l'acier pour produire de l'acier à travers une électrolyse et également de capturer et réutiliser le carbone qui peut être émis lors de la production de l'acier, notamment dans les hauts fourneaux. Alors, pour un certain nombre d'entre vous qui ne sont pas forcément familiers du milieu de l'acier, il y a lieu de différencier deux types de produits, deux types d'acier. La filière sidérurgique, elle est organisée entre des produits plats, qu'on voit ici, qui sont essentiellement produits et livrés sous forme de bobines d'acier minces de quelques millimètres d'épaisseur jusqu'à des plus fortes épaisseurs de 15 millimètres. Et ensuite, on peut également avoir des plaques, tout bêtement, qui constituent les produits plats. Et ça représente 60% de la production d'acier, globalement. Et 40% de la production d'acier, elle est faite des autres produits qui ne sont pas des plats et qu'on appelle des produits longs. Donc, parmi ceux-ci, il y a notamment ce qui est câble, rond à béton et poutrelle. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que presque exclusivement, et en Europe notamment, les aciers plats sont issus d'une production au fourneau à partir de minerais de fer. A contrario, en Europe, les aciers longs sont produits presque exclusivement à partir d'une filière de recyclage et de refonte de vieux aciers dans un four électrique. Donc, suivant la typologie d'acier que vous allez acheter, vous allez être dépendant d'une filière et d'un mode de production. Alors, la filière au fourneau, qui produit l'acier à partir de minerais, pour les produits plats, elle est émettrice de 2,5 tonnes de CO2
pour une seule tonne d'acier produite. De l'autre côté, la filière électrique va pouvoir fabriquer de l'acier avec un bilan carbone qui est limité à 700 kg de CO2 pour une tonne d'acier. Donc vous voyez un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4 entre les deux modes de production. Et à terme, on entend faire évoluer nos méthodes de fabrication de la partie produit plat pour réduire de moitié et peut-être plus à une échéance plus lointaine, le bilan carbone de production des aciers. Donc avec un DRI, on serait sur des niveaux d'émissions de CO2 de 1 tonne 200 pour une tonne d'acier produite en produit plat. Le groupe a en fait créé une marque qui s'appelle Xcarb et qui regroupe toutes ces initiatives bas carbone. Donc cette marque, en fait, elle finance des recherches, elle finance des technologies nouvelles et également, c'est la marque sous laquelle vont être vendus les produits issus de la filière recyclage, mais également associés à de l'énergie décarbonée, donc d'origine solaire ou éolienne. Et donc les produits Xcarb que propose déjà le groupe sont en fait une combinaison d'acier de la filière recyclage associé à de l'énergie verte pour améliorer encore le bilan carbone et l'empreinte des matériaux. On a tout un processus de certification que je ne vais pas détailler ici, mais tous nos produits sont garantis et les bilans carbone vont être garantis à travers des documents européens, les EPD, ou au niveau de la France par des FDES pour l'essentiel de notre gamme. Alors un petit focus sur les usines de production. Donc au niveau des produits plats, le groupe il a des implantations dans toute l'Europe, mais on a une usine particulière qui est en orange ici sur la carte, qui est l'usine de Sestao, qui est la seule qui produit des aciers plats dans une filière recyclage. Et donc, les produits plats X-Carb, cyclés X-Carb, sont tous fabriqués pour Arcelor dans cette usine de Sestao qui va incorporer 80% d'acier de recyclage et 10-15% d'acier issu d'une filière minerai pour ajuster la chimie des pièces. On aura comme ça des produits plats avec un impact carbone limité déjà à 1 tonne de CO2 par tonne d'acier pour le produit fini. On va y venir un petit peu après. Et au niveau des produits longs, eh bien, je vous disais, c'est tout ce qui n'est pas plat. En fait, tout ce qui n'est pas plat, c'est diversifié comme type de produit et on a des usines dédiées pour des typologies de produits. Donc, on a des usines en Espagne et au Luxembourg qui vont permettre la fabrication des poutrelles et laminés marchands, des cornières, des IPE, des haches. On a des usines dans toute l'Europe qui sont susceptibles de fabriquer des câbles et des profils particuliers, des usines en Espagne, en Pologne pour fabriquer des rails et des usines en France, Luxembourg pour fabriquer des pales planches qui sont des produits particuliers pour le soutènement et des travaux maritimes. Et je vous parlais des documents des EPD. Donc, le groupe a publié pour les différentes catégories de produits déjà des EPD pour afficher des valeurs de l'ordre de 300 à 400 kg CO2 pour les produits longs et de 600 kg, quatrième colonne, la bobine à chaud, 532 kg CO2 par tonne d'acier pour les produits plats, donc les bobines de produits plats. Encore une fois, c'est la bobine qui sort de l'usine de production. Pour le produit fini que vous aurez sur votre chantier, on aura des valeurs un petit peu supérieures, mais inférieures à 1 tonne de CO2 par tonne d'acier. Alors, on va revenir sur le sujet principal de notre webinaire, qui est les RE 2020.
Alors, Nathalie a bien introduit différents indicateurs et notamment le IC construction. Donc, ça va être ce carbone incorporé qui va nous occuper principalement puisque c'est cet indicateur sur lequel l'acier entre en jeu, entre dans les comptes et sur lequel on a un moyen de peser ou d'alléger plutôt en utilisant des aciers à production décarbonée. Alors, le point sur lequel je réinsiste, c'est que ces valeurs de IC Construction, elles sont mesurées, quantifiées, comparées entre bâtiments, les ramenant au mètre carré de plancher et pas au mètre carré de produit. C'est un point assez important pour l'évaluation et l'optimisation qu'on peut faire de ce IC Construction. Alors, sur les nouvelles typologies de bâtiments, et typiquement le bâtiment industriel, bâtiment commercial, eh bien, on a en fait une capacité d'améliorer les différents postes de la construction avec l'acier, puisque qu'il s'agisse du bardage, qu'il s'agisse de la structure, qu'il s'agisse d'éléments comme les portes ou les planchers, on a possibilité de proposer des produits acier bas carbone qui vont réduire significativement, donc dans l'ensemble, c'est 40 à 60 l'impact CO2 de ces produits. Nous avons déjà publié pour la France un grand nombre de FDES pour des produits en X-Carb, donc qui couvrent essentiellement la structure, les planchers collaborants, tout ce qui est bardage et panneaux sandwich et des bacs support d'étanchéité, ainsi que d'autres produits qui ne sont pas tous commercialisés sous la marque X-Carb, mais qui peuvent être livrés ou proposés par des partenaires ou des clients que ce soit dans le domaine de la ventilation, du ventilation chauffage, de cadres de fenêtres ou de supports de verrière ou des profils de cloison, par exemple. Alors, je voulais insister plus particulièrement sur les FDES structures, puisque aujourd'hui, en fait, on doit faire une appréciation du bilan carbone du bâtiment avant ou au moment du dépôt du permis de construire. Et à ce stade-là, le plus souvent, on n'a pas un bureau d'études qui a fait un dimensionnement du bâtiment. Ça veut dire que à ce stade-là, les gens qui vont faire l'évaluation carbone ont souvent au mieux un tonnage estimé du bâtiment. Ce tonnage estimé du bâtiment, ils ne savent pas la typologie des produits en acier qui vont le composer. Et donc la tendance actuelle, c'est de dire, comme je ne sais pas ce que c'est, je vais prendre une valeur par défaut pour cet acier. Et c'est pas une très bonne idée, parce que faire cela, c'est en fait prendre des valeurs extrêmement défavorables sur l'empreinte carbone du bâtiment et fausser finalement la qualité du résultat final. Donc l'approche qu'on a auprès de ces interlocuteurs, des économistes, c'est de leur dire, vous ne savez pas quelle est la typologie de la charpente, mais on va parler d'une charpente. Et donc, à partir du moment où on va parler d'une structure et d'une charpente, vous aurez une FDES qui correspondra à l'un de ces 5 produits, donc de la poutrelle, du PRS, du tube, de la cornière ou, ou de la poutre formée à froid. Vous ne savez pas forcément lequel ce sera. Bah, à défaut, prenez la plus mauvaise valeur, donc 2,47, mais pas la valeur par défaut de 3,2 tonnes de CO2 par tonne d'acier, d'une part. Et d'autre part, par expérience, on sait que dans certains types de bâtiments, bah, on a 50% de poutrelles, on a 10% de tubes, et donc ça peut être aussi un moyen de pondérer les différentes valeurs et d'avoir une valeur plus juste d'appréciation du bilan carbone de cette structure, sachant que c'est ce poids carbone-là qui est souvent déterminant dans le choix du matériau et de la conception du bâtiment. On a, comme je vous le disais, des certificats X-Carb, FDES,
Pour pouvoir les utiliser et vous en prévaloir, vous devez en fait avoir l'assurance que les aciers qui sont achetés sont des aciers X-Carb. Et en fait, le document de référence pour cela, ce sera le certificat délivré par l'usine. Donc c'est un certificat matière 3.1. Et ce certificat, donc vous en avez un exemple ici à l'écran, il va porter ou non la mention X-Carb. Donc s'il ne porte pas la mention X-Carb, vous pourrez vous prévaloir d'une FDES générique collective. Donc pour les poutrelles, on a ici une valeur de 1 tonne 56, enfin 1,56 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Ou bien, si vous voyez en haut à droite, le certificat porte la mention X-Carb, vous pourrez vous prévaloir de la FDES X-Carb pour les poutrelles, qui elle affiche une valeur de 491 kg CO2 par tonne pour cet acier. Donc vous voyez l'écart qui est, retenez l'ordre de grandeur, de 1 tonne de CO2 gagné si vous passez d'un acier normal à un acier X-Carb. De la même manière, vous ne savez pas au départ quel va être le dimensionnement exact d'un plancher, parce que à ce stade-là, vous savez juste qu'il y a des mètres carrés de plancher. Il y a des FDES pour chacun des produits, bac acier, des ronds à béton et du béton, mais il a aussi été publié des FDES collectives pour le complexe global plancher collaborant, avec une valeur moyenne pour l'ensemble bac collaborant, ferraillage et dalle béton. Et dans 95% des cas, vous allez pouvoir utiliser la valeur de la première FDES avec des bacs de 10 à 19 kg par mètre carré, une épaisseur de béton, un poids de béton de moins de 300 kg par mètre carré et un kilotage d'armature de 2 à 3 kg d'armature par mètre carré. Donc cette première FDES, elle est finalement presque la FDES par défaut que vous allez devoir prendre, pouvoir prendre, justement en phase amont pour estimer l'empreinte carbone du plancher collaborant, plutôt que d'aller retravailler chacun des composants de ce plancher. De la même manière, pour les tubes, on a des valeurs aussi très améliorées. Donc là, on a des valeurs entre les EPD, 2 tonnes 27 pour un tube normal, 713 kg CO2 par tonne d'acier pour un tube en X-Carb. On est sur des valeurs EPD ici, puisqu'on n'a pas encore la publication en France des F2S pour les tubes. Et on a également comme produit connexe, peu connu, c'est des fibres métalliques qui peuvent armer les dallages, le béton, et qui vont être mises en œuvre sur chantier, dans la toupie sur chantier. Et ces fibres vont être proposées aussi en X-Carb et permettre de réduire le poids d'acier par rapport à un ferraillage classique, de simplifier la mise en œuvre et également de réduire drastiquement l'empreinte carbone. Elles ont aussi été utilisées, elles sont utilisées pour armer des voussoirs et notamment pour un certain nombre des ouvrages du Grand Paris, des voussoirs de la ligne 16 et 17 ont été réalisés avec ces fibres métalliques bas carbone. Alors pour faire quelque chose d'assez synthétique, ce que je vous propose, c'est pour des bâtiments, logements et bureaux, les lots de les lots d'appréciation du CO2 du bâtiment, de 8C Construction. Le poids carbone, il va être essentiellement optimisable avec l'acier dans le lot 3 qui correspond aux grosses œuvres et sur les planchers collaborants. Et donc sur ces deux lots, on peut gagner 50 et 8 kg de CO2 par mètre carré. Sachant que les seuils sont à 700 kg, on voit qu'on a quand même des gains, des valeurs qui sont significatives par rapport au seuil maximal qui doit être atteint. Les lots toiture, on peut optimiser la toiture. Maintenant, je répète,
valeur du CO2, elle est comptée au mètre carré de plancher. Donc, si vous optimisez le poids carbone d'une toiture sur un bâtiment R+7, le gain carbone que vous allez faire sur un mètre carré de toiture, quand vous le ramenez au mètre carré de plancher, ben, vous allez le diviser par 7. Et donc, vous n'aurez pas des valeurs significatives. C'est pour ça que sur ce type de bâtiment, c'est pas le premier poste qu'on va chercher à décarboner. A contrario, si on est en bâtiment logistique où là, on a un seul étage, et ben là, il va devenir pertinent d'optimiser le poids carbone de la toiture, puisque en le ramenant en mètre carré de plancher, on aura exactement le même gain. De la même manière, le poids carbone de la façade pourra être un poste à optimiser de manière importante, puisque sur les bâtiments commerce et logistique, on a des hauteurs sous poutre ou des hauteurs de façade qui sont de 10 jusqu'à 14 mètres et que ramené au mètre carré de plancher, on a des choses qui sont significatives. La charpente, en revanche, si vous n'avez pas des grosses charges, si vous n'avez pas des ponts roulants, ça représente un poids assez faible et donc l'optimisation de la charpente n'est plus l'élément, à privilégier pour l'optimisation du bilan global du bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est pas le premier poste à regarder. Voilà un petit peu les clés et les idées principales que je voulais vous partager et quelques idées et orientations, sachant encore une fois que l'acier vous permet de décarboner avec le même produit, les mêmes caractéristiques et les mêmes qualités de matériaux, avec des surcoûts, puisque vous vous posez bien sûr la question, qui sont de l'ordre de 2-3% de surcoût sur le lot charpente, avec des gains carbone de, encore une fois, de l'ordre de 30% bilan CO2 pour 2-3% de surcoût sur votre lot charpente. Et donc l'acier apparaît comme ça, comme un matériau extrêmement performant pour la décarbonation. Voilà, j'en ai terminé de mon exposé. Nathalie et moi sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous nous avez ou que vous allez nous poser. Et nous vous laissons le flux. Bonjour Francis. Donc, une première question. En fait, tu viens d'y répondre, donc je ne vais pas te la donner, mais la question avait été posée. En tant qu'économiste de la construction, quel sera le coût en pourcentage des produits X-Car par rapport aux produits standards? Juste un ordre en pourcentage. Sauf si je me trompe, tu deux à viens d'y trois pour répondre. cent ouais, Ça, sur le coût global. ok. Alors, j'ai une autre question pour Madame Chang. Donc, plus sur la législation que j'ai reçue par email. Donc, vous ne pouvez pas le voir, vous, à l'écran. Pouvez-vous redéfinir quels bâtiments sont réellement soumis à la RE 2020, à savoir au sujet particulier des espaces non chauffés? Y a-t-il des cas où, par exemple, peuvent être, en logistique DLNC peut être soumis à la RE 2020 si le stock a un turnover supérieur ou égal à un temps de 6-24 heures ou 8 jours? Bon, alors, déjà, actuellement, en fait, la RE 2020, s'applique, alors il faut savoir que dans la RE 20, il y a 2 composantes. Il y a la composante effectivement, sur l'énergie, sur le carbone et sur le confort d'été. Les sujets, typiquement énergie et confort d'été, s'appliquent actuellement uniquement aux espaces qui sont vraiment liés, au confort, des occupants. Donc, si on a, un espace qui soit industriel ou autre, dans lequel nous avons, des occupants, qui sont quasiment enfin, en tout cas à plein temps, l'ARE 20 va effectivement, s'appliquer pour les parties énergie et carbone. Quand maintenant, vous avez, par exemple, un espace de stockage qui va être lié à, par exemple, ça peut être, une activité industrielle ou quoi que ce soit, le calcul carbone va effectivement se faire sur, l'ensemble, du projet, mais il va y avoir un coefficient de correction pour, ne prendre en compte que le poids carbone qui va être lié à la partie, toujours, majoritairement, concernée. Donc dans les usages que j'ai montrés tout à l'heure. Question. Alors, toujours pour vous, Madame Chang, pouvez-vous préciser quand est-ce qu'il est intéressant d'investir, pardon, dans une FDS individuelle
pour un constructeur métallique? Regard des collectives. Est-ce qu'il est important de se préparer à réaliser des FDS individuels par rapport au RPC européen qui intégrera pour un constructeur métallique et un métallier une déclaration obligatoire des données environnementales? Bah, écoutez, moi, je ne peux dire que oui, il faut impérativement, aller vers des FDES, individuels. Bon, les collectifs peuvent avoir, un intérêt, disons que dans les données environnementales, ce que j'ai pas eu le temps de dire pour effectivement, pour ceux qui découvraient un peu le sujet, du carbone, c'est que vous avez, les données environnementales par défaut qui sont des valeurs extrêmement pénalisantes, qui ont été définies par le CSTB, mais voilà, qui sont des valeurs par défaut, donc qui peuvent concerner, par exemple, des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Vous avez ensuite les données des FDES collectifs qui ont été réalisés par des groupements, d'industriels, via leurs syndicats, associations ou autres, qui représentent une valeur, moyenne des principaux, je dirais, industriels, qui opèrent, par rapport à ce produit, et vous avez les FDES individuels. En général, effectivement, plus un industriel va faire d'efforts, en termes de process, même en dehors du X-Carb, plus effectivement on a intérêt à réaliser des FDES individuels, et pour cela, eh bien, il y a effectivement, le CTICM pour la filière acier, qui, réalise ces fiches et qui pourront accompagner, bah, les industriels dans leur stratégie, au regard du RPC. Bref. Toujours pour Madame Chang, quid des installations photovoltaïques obligatoires lorsque celles-ci ne sont pas rentables? Pas assez d'autoconsommation, tarif de soutien de l'État arrêté, pas assez de soleil ou distance au raccordement rendant le projet hors de prix. Oui, bah, alors ça, c'est effectivement, c'est des sujets sur, la loi, pour les énergies renouvelables, et puis, également, notamment, aujourd'hui, la loi pour les énergies renouvelables, elle nous laisse le choix entre une toiture végétalisée et une toiture, photovoltaïque. Ensuite, on va avoir, la future, directive performance énergétique des bâtiments, qui vient remettre des exigences supplémentaires et qui va étendre le champ aussi bien aux bâtiments neufs qu'existants. Mais bien entendu, quand ce texte sera retranscrit, il faudra impérativement, avoir, des conditions, bah, d'exemption, notamment, bah, par exemple, sur un bâtiment existant, quand, la toiture ne pourrait pas supporter, le poids, d'une installation photovoltaïque complémentaire. Quand on a, par exemple, des bâtiments qui sont complètement, qui sont dans un milieu urbain où il y a trop de masques, et notamment, sur des probablement qu'il y aura une exception qui sera faite par rapport, justement, au temps de retour. Et bien entendu, quand on a des sites qui sont, très, très excentrés, où il y a pas forcément de besoin, à proximité, c'est vrai que ce serait judicieux que l'exigence ne soit pas, bête et systématique quand ça n'a pas lieu d'être. Alors, toujours pour Madame Chang, dans la catégorie bâtiments de santé, les établissements médico-sociaux type IME, CMP, établissements psychiatriques sont-ils également concernés par le nouvel arrêté? Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Là, on est bien dans toute la catégorie, on est, ouais, dans le scope de la RE 2020. Alors, dans un premier temps, quelle est la cible à privilégier de recherche de performance? Façade, toiture, charpente, autres? Ah bah ça dépend vraiment de la typologie du Exactement. bâtiment. Là, c'est vraiment Tout un à peu ce fait. que je soulignais. Donc, un critère important, ça va être la hauteur d'étage. Donc, si vous avez un bâtiment avec des faibles hauteurs d'étage, on va dire de 3 mètres, la façade est généralement pas un élément sur lequel vous allez pouvoir beaucoup gagner en bilan carbone, avec l'acier, hein, j'entends, et donc vous allez plutôt vous regarder la structure. Ce choix de décarboner la structure, il est d'autant plus pertinent qu'on a des charges importantes et donc potentiellement une structure lourde. L'autre, paramètre, encore une fois, c'est que vous avez des planchers, et plus les planchers sont fortement chargés,
plus c'est valable, vous aurez une possibilité et un intérêt à décarboner le plancher, puisque les gains sur 1 m² de plancher, bah, vous les retrouvez directement dans le bilan global de l'IC Construction du bâtiment. Donc, on a pour ça différents leviers. C'est l'optimisation des sections d'acier, c'est l'utilisation d'acier de plus haute limite élastique, c'est l'utilisation de poutres préfléchies à l'avance pour s'opposer au poids du béton qui va être coulé. Et donc, en gros, on va faire des poutres déformées vers le haut qui vont revenir à l'horizontale au moment du coulage du béton. Et donc, avec cette technique qu'on appelle les poutres contrefléchées, poutres mixtes, on va en fait pouvoir dimensionner les poutres non pas à la flèche, mais à la contrainte. Et la flèche et la déformée va être gérée par cette contreflèche et la mise en place du béton. Voilà, donc pour ces sujets-là, on est tout à fait à même de vous faire des prédimensionnements, de travailler avec vous, maître d'ouvrage, architecte, bien sûr charpentier, pour optimiser, les dimensionnements de ces planchers et dès lors gagner du gain carbone. Pour, information, aujourd'hui, sur des bâtiments de bureaux, on propose des portées libres de 18 mètres. Donc c'est de réaliser des bâtiments de bureaux avec des poutres, qui vont de façade à façade et en supprimant entièrement les poteaux intérieurs du bâtiment de bureau. Ça permet de moduler complètement les usages, éventuellement de relouer par moitié sur la longueur du bâtiment et donc de repenser complètement le modèle économique à 30 ou 50 ans qu'a le promoteur qui sinon est obligé de le louer étage par étage. Mais sur ces sujets-là, franchement, n'hésitez pas à nous solliciter pour même des suggestions, des prédimensionnements et aussi euh, vous proposer des organisations types déjà validées sur d'autres types de bâtiments. Yes. Alors, je vois une Ok, question. alors j'ai encore une dernière question. Ah oui, il y a des questions qui viennent d'apparaître, Très bien. mais j'en avais encore une de ce côté-ci. Des bâtiments ne sont pas encore concernés, donc c'est pour Madame Chang. Les bâtiments ne sont pas encore concernés par la RE 2020. Y a-t-il d'autres échéances prévues pour eux, et notamment les data centers? Eh bien, non, à ce jour, on n'a pas de calendrier, de la part, de la DHUP sur, l'entrée en vigueur de ces nouveaux usages, malheureusement. Donc on a un petit peu de mal à se projeter. Alors, je Donc, voyais une Francis? question sur les volumes. Ah ben, voilà. C'est Je te ça. laisse prendre la question, donc, mais Bon, je vais la lire peut-être pour que allez-y. les gens puissent profiter de la question. Donc, pour les produits X-Carb, si j'ai bien compris, vous n'avez que deux usines qui les produisent en Espagne. Pouvez-vous satisfaire un accroissement des commandes en fonction de cette nouvelle norme? Alors, on a une usine qui produit les produits plats en Espagne et on a 4 usines qui produisent les produits longs en Espagne-Luxembourg, d'une part. Euh, on a aujourd'hui une production assez faible d'acier X-Carb et on a une capacité d'augmenter cette production très importante. On a une production de l'ordre de quelques pourcents en X-Carb et on peut très facilement passer à 10-15%, donc multiplier par 8 ou 10 nos volumes de production. Essentiellement, il nous suffit d'ajuster les volumes d'électricité décarbonée qu'on va acheter, mais on a déjà des contrats prévus pour augmenter ces volumes d'électricité à des coûts relativement euh, identifiés. Je veux dire, évidemment, s'il y a une guerre en Ukraine, les prix vont se déconnecter. Mais voilà, donc on est en capacité d'augmenter très fortement les volumes d'acier en X-Carb. Sachant aussi, et ça vous en avez pas nécessairement conscience, c'est que les volumes d'acier d'un projet sont très très faibles au regard de nos productions. Donc un gros bâtiment en acier
un bâtiment de bureau R+7, 10 000 mètres carrés, ça va représenter de l'ordre de 1500 tonnes d'acier. Euh, En produit long, chaque jour, sur nos différentes usines, on doit produire 8000 tonnes d'acier chaque jour. Et les 1500 tonnes dont vous allez avoir besoin, vous allez les mettre en œuvre sur 6 mois. Donc, les volumes de production d'acier qui sont pas liés que à la construction. On produit de l'acier pour l'automobile, on produit de l'acier pour l'électroménager, on produit de l'acier pour les emballages, pour les canettes, pour les boîtes de conserve. Donc, il y a une très, très grande diversité du matériau, des usages du matériau, des débouchés. Euh, la construction est un des seuls à demander du X-carb. C'est pas le seul, mais c'est un des principaux débouchés. Mais encore une fois, ce volume de X-carb, au regard du volume total de production, reste malheureusement assez faible. Et donc, on est tout à fait en capacité de l'accroître très vite et dans des très grosses proportions. Donc, n'ayez pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Ok, alors une dernière question qui est un peu mixte à mon sens. Donc, dans le cadre d'une rénovation ou d'une démolition d'un bâtiment, est-ce que vous récupérez l'acier de ces projets? Donc, je dirais, Francis, pour toi, répondre à cette question. Je ne pense pas que Madame Chang va faire de la récupération d'acier. On peut dire Et oui par contre, déjà. la deuxième partie, alors si on récupère cet acier, est-il possible de valoriser cette démarche au niveau des FDES et de la RE2020 pour l'acier mis en œuvre dans ce nouveau projet? Alors, et ça dépend, là, je vais tendre la perche, à Francis. En fait, soit, on démolit un bâtiment et on récupère, par exemple, des poutrelles telles quelles. On leur fait faire, des tests, justement, on en Eh ben, parlait ce matin, des tests de réemploi, donc là, adressez-vous là aussi au CTCM pour pouvoir faire, les tests et vérifier si on peut réutiliser telles quelles ces poutrelles. Et là, dans ce cas, il y a un très, très beau cadeau que fait la RE 2020 puisque ces poutrelles qui vont être réemployées, on va compter 0 en poids carbone. Donc ça, c'est le cas idéal si vous avez, d'ailleurs, voilà, des éléments acier que vous pouvez récupérer, tels quels, moyennant un petit toilettage, peut-être, voilà, 2-3 petites une choses, recoupe. ou une recoupe effectivement, et cela, c'est très beau cadeau à 0. Maintenant, l'autre solution, si ces poutrelles, bah, soit elles correspondent pas à la future structure, du bâtiment, Sont abîmés. soit elles sont abîmées, et dans ce cas-là, eh bien, vous appelez Francis. Voilà, donc nous, on est à même de racheter ces poutrelles. On l'a fait sur certaines opérations et relivrer des aciers neufs, fabriqués dans la même usine. C'est pas généralement exactement le même acier qui est refondu pour livrer parce que entre le moment où on récupère et le moment où vous avez besoin des aciers, il y a généralement 6 mois ou un an d'écart. Et donc, on n'est pas sur les mêmes pièces, mais on va nourrir l'usine qui produit vos pièces neuves avec les produits de la déconstruction de votre chantier. Donc, on a déjà fait quelques opérations emblématiques comme cela. Et un des éléments que l'on pouvait le mieux valoriser ou le plus facilement valoriser, c'était notamment l'identification des trajets entre le chantier et l'usine pour la déconstruction et une traçabilité des éléments de déconstruction, et ensuite d'affiner, mais ça se enfin, on ne refait pas la FDES pour ça, mais de conforter ou d'affiner le bilan carbone transport, puisque on s'efforce de recycler et de relivrer depuis une usine proche du chantier, ce qui était le cas sur l'exemple auquel je fais référence, où on avait un chantier qui était à moins de 300 km de l'usine, qui avait repris et relivré les aciers neufs. Eh bien, Francis, Madame Chang, ceci nous amène à la fin du webinaire, juste à l'heure, 4 heures. Les questions ayant été épuisées, donc je tiens à vous remercier au nom d'ArcelorMittal Intelligence pour votre participation et tout spécialement Madame Chang d'avoir participé à notre webinaire. Merci. Si, Merci au à vous. revoir. Au revoir.